Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'un mot qui est important quand on parle de sexualité et qui pourtant est assez peu connu. On va parler de paraphilie et nous allons en parler avec Philippe Breneau parce qu'il est à la fois anthropologue, sexologue et il a beaucoup étudié évidemment la sexualité. Alors la paraphilie, ce mot remplace un mot qui ne voulait pas trop bien, enfin ou en tout cas qui était peut-être trop connoté. Avant, on parlait de perversion sexuelle lorsque les gens avaient des pratiques un petit peu hors normes. Et on a remplacé ce mot par paraphilie parce que c'est pas parce qu'on pratique quelque chose que peu de gens font que c'est forcément pervers. Hein. Donc, on vous expliquera évidemment tout ça avec Philippe Breneau. Et puis, il est évidemment pas question de juger, hein, mais juste de vous aider à mieux vous accorder entre vous. Parce qu'en effet, lorsqu'on est avec quelqu'un qui a une pratique sexuelle un peu paraphilique, si je puis dire, ça veut dire que cette personne est un peu obsédée par quelque chose de très précis et a du mal à faire autrement pour arriver à jouir. Alors, c'est pas forcément gênant si l'autre est d'accord et peut s'adapter. Et puis, parfois, c'est carrément un peu pénible parce qu'à la longue, on peut se lasser si, par exemple, il faut toujours, à chaque rapport, par exemple, utiliser un cock ring ou pratiquer uniquement la levrette ou la sodomie, ou encore que la femme soit obligée de porter de la lingerie, des chaussures à hauts talons. Enfin bref, les exemples sont très nombreux. Et je parlais d'ailleurs il y a quelques jours, je crois, d'une amie qui avait rencontré un homme qui ne pouvait faire l'amour que si on lui pinçait fort les tétons. Et bien, à force, elle avait un petit peu des crampes dans les doigts. Voilà. Bon, alors, on va voir quel est aussi le rôle de la société dans nos pratiques sexuelles, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui évoluent au fil du temps. Ça dépend aussi des pays. Par exemple, pendant très longtemps, la sodomie était considérée comme justement une paraphilie, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Et donc, on va pouvoir aborder ce problème avec vous. Si vous avez envie d'évoquer une pratique sexuelle pour savoir si c'est une paraphilie ou pas, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et puis, je voulais parler de ce nouveau dictionnaire du sexe qui vient de sortir aux éditions Au fil des mots. C'est Marc Lemonnier, on le connaît bien, c'est notamment lui qui écrit qui écrivait, parce que je crois qu'il a arrêté les livres sur le libertinage et les différents clubs. Alors, c'est intéressant parce que dans ce nouveau dictionnaire qui vient juste de sortir, qui est sorti là, j'ai regardé un petit peu et il y a énormément d'expressions anglo-saxonnes, comme quoi finalement, même dans le domaine de la sexualité, les mots anglais prennent beaucoup d'importance. Alors voilà, il y a énormément de mots. Et puis évidemment, il y a le mot consentement. Je pense que c'est la première fois que dans un dictionnaire de sexe, il y a ce mot consentement. Voilà, en tout cas, c'est amusant. Je dirais même que ça peut être amusant en couple de regarder ce nouveau dictionnaire du sexe de Marc Lemonnier. Vous pourriez presque poser des questions à votre partenaire. Est-ce que tu sais ce que c'est que le kunyasa, par exemple? Je vois que Philippe Breneau n'a pas l'air de savoir ce que c'est, donc je ne lui poserai pas les questions, mais je vais vous répondre. C'est le tapotage du sexe féminin. Bon, voilà. Bonjour Philippe Breneau. Bonjour, alors, Brigitte. le programme, je vous présente tout de suite, bien sûr, mais je vais donner le programme du jour également. La devise, on va avoir théorie et pratique. En Love Conseil, je parlerai de la jalousie, quand devient-elle aphrodisiaque, et en sexo, comment rompre la monotonie sexuelle du couple. Notre débat du jour, faire l'amour toujours de la même manière, ça tue la libido. Vous êtes d'accord ou pas? À vous de nous le dire. Philippe Breneau, merci d'être avec nous. Sujet important, hein, on va parler de paraphilie, ce qui n'est pas la même chose que la perversité, c'est important de bien le dire. Et puis vous êtes, j'allais dire, l'invité idéal pour parler de ça, parce que vous avez une grande culture de la sexualité. Vous êtes aussi anthropologue, donc vous avez aussi une culture des différentes cultures, une culture des différentes cultures, oui, si je puis dire. Donc tout ça peut nous amener à comprendre que ce qui est une paraphilie d'aujourd'hui ne l'était peut-être pas hier et ne le sera peut-être plus demain. Mais oui, Brigitte, parce que paraphilie est évidemment dans ce nouveau dictionnaire
le mot paraphilie n'existe vraiment dans son utilisation depuis une vingtaine d'années, pas plus. Pour une raison très simple. C'est une évolution des mœurs. Depuis 50 ans, en Occident, on a été progressivement plus libre. Et les comportements qui étaient proscrits, interdits, moralement répréhensibles, il y a 50 ans, par exemple, pratiquer du BDSM, je parle entre deux personnes consentantes, c'était quand même quelque chose qui était pas très mal vu en tout cas. Oui. Ce qu'on appelait la sodomie, aujourd'hui on parle de pénétration anale, était quelque chose qui était mal intentionné. Aujourd'hui, ça peut faire partie d'un vocabulaire érotique. Toujours pareil, entre deux personnes consentantes, et on va y venir pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, ce terme de paraphilie qualifie aujourd'hui, alors para en grec, ça veut dire à côté. Et paraphilie, j'aime à côté, ou du moins, j'aime d'une façon différente de ce qui est moralement ou traditionnellement moralement accepté. Alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, parce qu'autrefois il y avait effectivement la morale, il y avait les choses qui étaient réprouvées, qui étaient plutôt du côté, en matière de sexualité, de la prostitution par exemple. La fellation n'existait pas normalement avec les mères de famille, c'était pas acceptable. Or c'est une pratique aujourd'hui, les pratiques orogénitales sont tout à fait courantes chez tous les couples. Et tout simplement, ce terme est venu... Chez tous les couples, ça je suis pas sûre, hein, mais chez la plupart des couples, la majorité, bien sûr. Alors, dernier mot pour cette espèce de phrase d'introduction. La paraphilie, ça veut dire, ça qualifie ce qui se sont appelés les perversions autrefois. On qualifiait dans cette catégorie perversion, je vais vous les citer simplement, il y avait le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le frotteurisme, le fait de se frotter à quelqu'un, on va le dire pour trouver de l'excitation, le sadisme, le masochisme, qui vont être réunis dans des pratiques BDSM par exemple, la pédophilie, qui est dans tout autre registre, le fétichisme, le travestisme. C'est-à-dire, simplement pour bien comprendre, c'est-à-dire que des sujets avaient et ont toujours une seule source d'excitation. C'est-à-dire, je suis très excité par le fait de voir de la nudité, ou de exhibitionnisme, de m'exhiber, ou... Alors c'était un petit peu pervers de dire ça, pédophilie, d'être excité que par les enfants. Alors dans toute cette liste, il y en a qui sont aujourd'hui réprouvés, non pas par la morale mais par la loi, c'est la pédophilie. Et le travestisme, c'est une manière de vivre des trans, et pourquoi pas, c'est aujourd'hui mieux compris, on va dire, pas forcément accepté. Le fétichisme, on peut être très excité, ça peut être une chose tout à fait normale, je vois pas très bien de pathologie. Je suis excité, par exemple, quelque chose qui est très excitant, même dans l'hétérosexualité, c'est par exemple les jambes ou les pieds féminins. Il y a beaucoup de fétichisme du pied. Et donc, tout cela, c'est devenu des façons différentes de trouver de l'excitation et du plaisir. Et ce n'est plus de la morale. Voilà, c'est un petit peu ça dont on va parler. J'ai quand même ajouté quelque chose dont vous n'avez pas parlé, donc je voudrais m'assurer que vous êtes d'accord avec moi. C'est aussi quand quelqu'un, par exemple, ne peut faire l'amour que d'une certaine manière, on va aussi parler de paraphilie. Par exemple, oui. Si on ne peut faire l'amour que assis sur un tabouret, enfin, je dis n'importe quoi, mais on va aussi parler de paraphilie, vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous dire, par exemple, j'avais un patient, alors ça va se rattacher à une paraphilie, comme le fétichisme. Ils sont en général très fétichistes. J'avais un patient, je me souviens, il y a très longtemps, qui ne pouvait faire l'amour dans sa chambre qu'avec un landau à côté. Alors, lui, ça lui posait pas de problème, c'était sa seule possibilité d'être excité. Absolument. Mais pour quelle raison? Quand j'en ai parlé avec lui, il avait fait l'amour pour la première fois dans une grange, à la campagne. Il devait avoir 14 ou 15 ans, à côté de meules de foin, mais il y avait un landau. Il se trouve que ses premières excitations ont tellement été liées, il a une personnalité un petit peu obsessionnelle, on peut l'imaginer, et à ce moment-là, il ne pouvait plus trouver, pas faire l'amour, mais ne plus trouver de l'excitation que de cette façon-là. Alors, ça ne pose pas de problème pour la personne. Mais c'est vrai que ses partenaires supportaient pas bien.
S'il en trouve une à qui ça ne... Absolument. On va venir dans le consentement et au contraire ça va. Mais la plupart du temps, il ne faut pas que ça gêne le partenaire non plus. Voilà, donc on va parler de tout ça avec vous et on vous invite évidemment à venir témoigner. Et il est évident qu'on ne vous jugera pas, quelle que soit votre paraphilie. Dans un instant, c'est Bob qui sera avec nous et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Philippe Renaud, aujourd'hui psychiatre, anthropologue, sectologue, et nous évoquons la paraphilie. Et je crois que nous avons un fétichiste avec nous. Bonjour Bob, merci de témoigner. Bonjour. Bonjour Bob. Bonjour. Donc vous êtes fétichiste des pieds, c'est ça, vous adorez les pieds des femmes? Voilà, ouais. Enfin, après, c'est pas non plus une obsession. Ça va pas m'empêcher, comme vous disiez tout à l'heure, de faire l'amour normalement ou éventuellement de sortir avec une fille qui n'a pas forcément des pieds que je vais trouver particulièrement craquants, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que oui, j'ai une attirance sexuelle pour les pieds qui est on va dire, différente, quoi. Oui, alors il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont une attirance pour les pieds, de toute façon. Et alors ça se manifeste comment quand vous regardez une femme, vous essayez de regarder ses pieds? C'est pas facile l'hiver, avec les bottes, les bottines, puis alors les baskets, vous devez souffrir. Ouais, c'est sûr. Mais non, j'ai pas forcément une obsession pour voir le pied en lui-même dans la rue ou sur des femmes que je vais pas forcément connaître. Mais par contre, c'est vachement efficace pour mes relations sexuelles, c'est-à-dire que je suis jamais en panne en fait, quoi. Parce que si jamais je commence à être un peu mou, je dis à la fille, vas-y, mets-moi ton pied dans la bouche et tu vas ça repartir, quoi. Donc plus on a tout, on va dire qu'un handicap. C'est un booster, quoi. Voilà, tout à fait. Mais oui, vous avez raison, vous l'avez bien repéré. D'abord, ça veut dire bien se connaître. Et je vois pas très bien la pathologie, il n'y en a pas là. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous excite particulièrement, qui est le pied féminin. Alors, il y a eu des tas de rationalisations là-dessus. Il y a même des cultures qui ont magnifié le pied pour arriver... Oui, qui ont fait souffrir les femmes en leur bandant les pieds, notamment les chinoises. Ce que l'on faisait avec le pied idéal. Alors on dit que c'est ça. C'est vrai que le pied idéal était très idéalisé, fascinant. Fascinant, il faut savoir que fascinus en latin, c'est le phallus. C'est-à-dire c'est fascinant, c'est-à-dire ça provoque presque de l'érection. En même temps, ça le permettait d'asservir les femmes puisqu'elles ne pouvaient pas s'enfuir avec ses tout petits pieds. Oui. Le pied idéal, c'était 6,5 cm. Vous voyez, c'est extrêmement petit. Par contre, comme vous le dites, le fait, alors vous dites dans la bouche, le fait de le caresser, je trouve, vous devez avoir toute une source d'excitation tout de suite. Ça, c'est tout à fait typique de ce mécanisme, si vous voulez, de fétichisme, qui n'est pas pathologique, si ça ne gêne pas, par contre, la partenaire. Mais a priori, ça ne doit pas la gêner, puisque ça vous donne des capacités un petit peu plus tranquilles, voilà. Et vous aimez masser les pieds des femmes? Vous aimez les embrasser, j'imagine? Oui, voilà. Bien sûr. Cela dit, Bob, et je crois que Philippe, vous allez être d'accord avec moi, très souvent, les hommes ont quand même une partie du corps féminin privilégiée, ce qui n'est pas tellement le cas des femmes. Alors ça, c'est très vrai. Il y a, lorsque, à un moment donné, j'ai écrit sur les lettres d'amour, et lorsqu'on parle de, par exemple, toute la grande littérature des écrivains avec leurs maîtresses, leurs femmes aimées, on se rend compte que les femmes sont décrites par ce qu'on a pu appeler dans la psychanalyse les pulsions partielles. Tiens, il y a la nuque, il y a les bras, il y a la poitrine, il y a les épaules, ainsi de suite. Les cheveux, des tas de régions qui sont en elles-mêmes... Les chevilles aussi. Très attractives. Par contre, on prend les lettres et ça c'est les hommes qui décrivent les femmes, on prend les lettres des femmes, cet homme on ne peut pas savoir s'il est grand, s'il est petit. Par exemple, dans les 17 000 lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo, on ne peut pas savoir s'il est grand, s'il est petit, s'il est brun. C'est son auto-adoré, et elle va parler au contraire de l'atmosphère de cet être d'amour, mais pas d'espèce de fétichisme corporel qui est
assez masculin et qui sous-tend, comme vous le dites, la pulsion sexuelle. Bien sûr, c'est en lien. Et Bob, vous êtes du genre à acheter des chaussures aux femmes ou pas? Ça m'est déjà arrivé une fois, Oui. quand j'avais 20 ans ou 25 ans, quoi. Oh, une fois, ça, c'est pas énorme, hein? Non, mais c'était disons qu'en fait, il y a eu une fille dans ma vie. Oui. Elle était mignonne comme tout. Elle était toute petite. Après, c'est marrant, j'ai une plus d'attirance pour les femmes petites parce qu'elles vont avoir des petits pieds que les femmes qui sont assez grandes et qui vont chasser du carotte, quoi. Voilà. Ça, c'est le petit hic. Et après, juste une petite parenthèse, c'est que ce que je voulais ajouter, c'est que dans une relation de couple, même en arrivant à faire à peu près la part des choses, ça peut aussi être un peu problématique dans le sens où la femme, elle peut se considérer plus comme un objet, mais le fait que je l'aime son corps et pas forcément son caractère en quelque sorte, quoi. C'est ce que, une ex-copine... Oui, ça c'est très juste ce que vous dites. Si vous insistez trop justement sur une partie de son corps, elle peut se sentir objectivée, oui, c'est vrai. Se lasser aussi, en quelque sorte. Ou se lasser, oui, c'est vrai. Oui, tu aimes mon genou, mon pied, pour pas dire autre chose, et pas moi-même. C'est vrai que... Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, c'était certainement, oui. Et après, du coup, pour dire, il y avait donc j'avais une amie, elle dormait chez moi dans mon lit, mais on faisait pas l'amour. Et tous les matins, quand je me réveillais, je lui massais les pieds, en fait, quoi. Bon, elle dormait, mais j'en avais parlé avec elle. Elle m'avait dit, écoute, ça me dérange pas. Même elle trouvait ça plutôt sympa pour se réveiller le matin, quoi. Et donc à elle, je lui ai acheté des chaussures, quoi, une fois, quoi. Mais justement, parce que c'était comme là, c'était vraiment un objet, en quelque sorte, quoi. C'était ma petite poupée, quoi, en quelque sorte, quoi. Oui, alors vous me rappelez quelque chose, tenez, que je trouve intéressant et que j'ai souvent prescrit à des patients. Alors les couples qui écoutent, vous allez voir, ça peut être intéressant. Les caresses masculines sur un corps féminin sont quelquefois trop directes. Beaucoup de femmes ne supportent pas. D'ailleurs, on entend dire « il arrive tout de suite sur mon sexe ou mes seins ». Et le conseil que je leur donne, essayez de voir si elles n'aiment pas les caresses, le massage du cuir chevelu ou de la plante ou des pieds. Et pour quelles raisons? Et puis ils reviennent quelquefois 8 jours après, on en parle. C'est vrai, c'est marrant, mais pour quelles raisons? C'est parce que c'est le plus loin du sexe. C'est-à-dire que ça permet de s'abandonner, que tout le corps s'abandonne pour progressivement, il pourrait y avoir d'autres caresses qui seront intimes et au milieu de ces deux extrémités. Mais les deux extrémités sont certainement le moyen le plus apaisant pour une femme d'entrer dans un massage, parce que c'est vrai qu'au milieu, on est trop près d'une éventuelle pénétration et qui peut en gêner certaines. Bien voilà, un conseil tout à fait avisé. Merci beaucoup Bob, en tout cas, merci d'avoir commencé l'émission en parlant de votre fétichisme des pieds. On va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil, la jalousie. Quand devient-elle aphrodisiaque? À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Philippe Breneau, on va parler de la jalousie qui parfois peut être un aphrodisiaque. Oui. Alors c'est vrai, on rêve tous de fusion quand même, surtout quand on est amoureux. Et le fait d'être un peu trop collé, on va finir par perdre un peu le désir. Et il faut bien rappeler que c'est parce que l'autre nous échappe ou peut nous échapper que le désir s'entretient. Oui. C'est l'extérieur, en quelque sorte, qui va dynamiser la relation. Et en même temps, la jalousie est tout à fait normale. L'exclusivité, ça fait partie de nos fantasmes les plus archaïques. On ne parle pas là de jalousie pathologique, parce que c'est pas le propos de mon Love Conseil. Donc, on n'aime pas voir notre partenaire qui va s'intéresser trop à quelqu'un d'autre. Et même en amitié, d'ailleurs, on peut être jaloux. Et j'ai même déjà remarqué que certaines personnes peuvent ressentir de la jalousie vis-à-vis de leur animal de compagnie si ce petit animal va un peu trop sur les genoux de quelqu'un d'autre. Bref. Bon, en tout cas, ce que je peux dire quand même sur la jalousie, c'est quand le pincement désagréable revient un peu trop vite, c'est qu'on est peut-être encore un peu immature. C'est le petit enfant qui aspire à l'exclusivité totale de sa mère. Bon, ça c'est dit. Normalement, l'adulte a appris à relativiser, mais ce sentiment d'être délaissé va se rajouter
évidemment, elle a peur d'être supplantée, hein, parce que si on est dans une soirée et qu'on voit notre partenaire qui discute avec quelqu'un de très brillant, on peut se dire oh là là, il est mieux que moi, et ça montre bien sûr un manque de confiance en nous, mais c'est vrai que les gens qui manquent de confiance en eux sont souvent plus jaloux. Donc cette crainte de perdre l'autre, en fait, qui va provoquer une nouvelle excitation, et c'est pour ça que quand notre partenaire regarde ailleurs, on peut se sentir irrésistiblement attiré par lui, et faire l'amour, eh bien, c'est le moyen le plus sûr de renouer le lien. C'est pour ça que la jalousie, à ce moment-là, peut devenir un aphrodisiaque. Mais c'est très intéressant, Brigitte, à une époque où on parle et on prône souvent l'absence de jalousie, un peu comme si c'était maintenant une valeur. Par exemple, dans le polyamour. Oui, bien sûr. Mais enfin, écoutez, c'est formidable, parce que là, au moins, on s'est débarrassé de la jalousie. Alors, c'est très intéressant, comme vous avez fait, de séparer la jalousie maladie, qui est insupportable et pathologique, de la jalousie, qui est un intérêt. Parce que tiens, tu es pas jaloux, tu n'es pas jalouse, tu n'as aucun intérêt pour moi. Mais oui, c'est pas normal de pas être jaloux du tout. De l'être du tout, non, certainement pas. Par contre, je crois que c'est compliqué. Par exemple, beaucoup de gens se sont lancés dans le polyamour, et on sait combien c'est compliqué. Parce que ça marche vite, pas pour beaucoup de monde, ça marche pas. Va bien sûr. interférer et va souvent interrompre cette chose qui est... Tant mieux si certains s'y sentent bien et que tout le monde soit consentant. On est bien d'accord. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Donc vous êtes libertin, hein, c'est bien ça? Voilà, nous sommes libertins, mon épouse et moi-même, depuis de nombreuses années maintenant. Et donc la question est, est-ce que le libertinage est une pratique que réprouve la morale, en fait? Est-ce qu'on fait partie des... J'entends Philippe rigoler. Effectivement, on peut se poser la question. Toutefois, on peut aussi se poser la question qui dicte la morale. Ben oui, regardez, il y a un siècle, c'est évident que c'était amoral, c'était pas moral, c'était même très réprouvé. Il y a qu'à voir combien d'ailleurs de personnes libres à l'époque, que ça soit Colette, que ça soit des personnes connues qui ont prôné une attitude masculine chez certaines femmes. Ce libertinage, il était assimilé souvent de la prostitution. C'était encore pas acceptable, on va dire un autre mot, même dans les années du début dans les années 50 ou dans l'après-deuxième guerre, dans la période 70 de la liberté sexuelle. Moi, j'ai été présent à ce moment-là et j'ai connu effectivement cette époque. Et en définitive, là, c'était particulier parce que personne ne nous en avait parlé. Et alors ça s'appelait pas libertinage, hein, le terme n'existait pas, c'était une sorte d'échangisme. On ne parlait même pas de mélangisme. D'ailleurs, surtout. Oui, ou même de l'échangisme, parce que c'était souvent entre deux couples. Et là, ça a commencé à exister. Et puis le terme libertinage, il est apparu, il y a un historique qui est intéressant, il est apparu dans les années 90, quand il y avait, moi je trouve, au milieu des années SIDA, où il y a un resserrement sur la fidélité, où il y a moins de vagabondage, eh bien là, ceux qui pratiquaient des mélanges qui pouvaient paraître dangereux, hein, avec le sida, ont été taxés de tas de mots extrêmement négatifs, et on a inventé le terme libertinage en faisant un rappel du XVIIIe siècle et en disant, regardez, c'est quelque chose qui était au contraire une libération, et c'est de là qu'est venu le mot. Et aujourd'hui, franchement, s'il y a consentement, le libertinage n'est pas quelque chose de moralement répréhensible. Non, répréhensible. Certainement pas. Non, vous voyez, c'est très intéressant l'exemple que vous avez donné, Thierry, parce que ça permet de voir comment en 50 ans,
la même pratique est devenue licite si chacun la désire, et si c'est toujours pareil, on va rappeler avec Brigitte aujourd'hui, toujours pareil dans le consentement mutuel. Il n'est pas facile de le savoir, même dans le libertinage, vous le savez bien. Je pourrais dire que depuis 39 ans, on prône une fidélité à toute épreuve, mon épouse et moi-même, et pourtant nous sommes libertins, et souvent les gens font l'amalgame entre libertinage et infidélité, ce qui n'est absolument pas le cas. Sans consentement de l'un et de l'autre, et sans la présence de l'un et de l'autre, nous ne coquinons pas. Voilà. Nous ne sommes libertins qu'à deux, et à deux, on pratique l'échangisme, on pratique le candolisme, mais beaucoup de pratiques libertines, mais toujours l'un avec l'autre et jamais l'un sans l'autre. D'où une très grande fidélité et un très grand amour entre nous deux. Oui, on pourrait plutôt utiliser le mot loyauté. C'est toujours la difficulté de ce terme fidélité qui quelque part est très proche du mot loyauté et qui a trop une connotation en effet sexuelle. Dès qu'on parle d'infidélité, on pense à quelque chose de l'ordre du sexuel, mais on peut être infidèle. C'est presque de la religion. Voilà, oui, c'est important. Thierry, il y avait même eu aussi l'idée que, peut-être que vous pouvez le dire comme ça, moi j'avais connu des couples libertins qui disaient le libertinage nous a évité l'infidélité. C'est-à-dire qu'on est au contraire dans un lien fidèle, dans la liberté de cette relation, des relations intimes, et ce qui fait qu'en fait on n'a pas d'infidélité. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez ? Non. Non, je crois pas. Je crois pas parce que on n'a pas, enfin moi j'ai pas eu envie et mon épouse non plus d'être infidèle. On a envie de s'amuser, de vivre, dans un monde où on survit actuellement. Nos soirées en club libertin, c'est une parenthèse enchantée, si je puis dire, qu'on s'amuse, que l'on s'amuse pas, enfin que l'on s'amuse, que l'on coquine ou pas, mais et puis ça resserre nos liens quand on se retrouve le soir dans la chambre d'hôtel. On est vraiment, on fait l'amour tous les deux et c'est d'une grande force et d'une grande puissance. On pourrait dire que c'est votre aphrodisiaque finalement, le libertinage. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un aphrodisiaque sexuel mais aussi amoureux. Et puis vous parliez de jalousie tout à l'heure, Philippe parlait de jalousie, et effectivement, quand on part pas avec l'idée dans un club de dire on va faire ci, on va faire ça. Ça vient suivant les gens que l'on rencontre, suivant notre état d'esprit, etc. Mais il m'arrive, et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, de pratiquer le candolisme, la dernière fois où on est sorti, et j'avais cette petite pincée, le petit cœur qui se pince un peu, l'envie, j'étais très excité sexuellement, mais de la voir, mais j'étais également très amoureux à ce moment-là, parce que vous voyez, vous voyez des hommes vous voyez d'autres hommes qui la désirent. Ça nourrit le fameux désir mimétique, et en même temps c'est excitant de savoir qu'elle est désirée et que c'est avec vous qu'elle va rentrer. Moi je crois aussi que ça montre que vous avez chacun une vraie maturité érotique. Souvent on me demande, tiens, puisque je m'occupe essentiellement de couples, quelles sont les recettes pour qu'un couple fonctionne. Moi je dis souvent une même maturité psychologique, c'est-à-dire être suffisamment autonome adulte, et une même maturité érotique. C'est pas fréquent ce que vous racontez, c'est-à-dire que tous les deux vous puissiez comprendre l'épanouissement de l'autre dans des situations qui ne vous mettent en danger ni l'un ni l'autre. Et ce qui fait en plus, comme vous le dites, que vous vous retrouvez de façon épanouissante, pas purement au plan physique. Hein. Vous êtes unis de façon psychique, amoureuse, totalement. C'est une maturité érotique.
Oui, à nos grands âges maintenant, je suis content d'avoir atteint. Nous sommes contents d'avoir atteint la maturité, mais certains n'y arrivent jamais malheureusement. Hein, mais c'est vrai que depuis le temps depuis les années que forme notre couple, on a passé des moments difficiles. Ouais. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps, on a probablement, comme vous le dites, Philippe, si gentiment, atteint une maturité et qui fait que l'épanouissement est extraordinaire, quoi. Oui, puis parce que vous vous êtes construits ensemble. Et bon, on va peut-être attribuer, Brigitte, une palme à la maturité érotique. En tout cas, ce que vous dites est très beau. En tout cas, c'est un vrai sujet qu'on pourrait aborder dans une émission parce que on manque de maturité à tous les niveaux et évidemment au niveau érotique. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. On va retrouver dans un instant Léa justement qui a été avec un partenaire peut-être un peu paraphile. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, sexologue, et nous essayons de comprendre mieux ce qu'est la paraphilie. Et je pense, Léa, qu'en effet, vous avez été avec un partenaire certainement un peu comme ça. Et merci donc de témoigner. Racontez-nous donc justement comment ça se passait, la sexualité avec cet homme. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Léa, pardon. Alors, effectivement, pardon, tout va bien. Oui, je pense qu'il était paraphile. Alors, ça avait un côté très sympa parce que du coup, oui, on expérimentait plusieurs endroits. Mais il avait un endroit privilégié, par exemple, qui était la cuisine. Et alors, c'était rigolo jusqu'à un certain point avec des mises en scène et tout ça. Mais au bout d'un moment, pour moi, ça devenait un peu rengaine. Même pour lui, un jour, il m'a avoué que, enfin, il m'a senti pas réceptive aussi, et il m'a avoué que, voilà, c'était peut-être de moins en moins marrant. Alors, ce qui se passait avec ce partenaire, c'est que nos ébats sexuels, il fallait savoir si on s'amusait et qu'on faisait du sexe, si on faisait l'amour. Si on faisait l'amour, ça pouvait se passer au lit. Et si c'était autre chose, hors de question de le faire dans le lit ou dans un lit, quoi. Il fallait être ailleurs, alors donc souvent dans la cuisine. Heureusement, il n'y avait pas que là. Il y avait le salon. Bon, l'extérieur, on n'a pas trop pu expérimenter, mais voilà. Bon, la salle de bain, c'était rigolo. Mais c'est vrai que ces demandes, elles étaient quand même très régulières. C'était très codifié en fait, hein, avec un... Oui. Et c'est un peu son impatience qui m'a un petit peu rendu réfractaire, on va dire, parce que moi je n'avais pas le temps d'y adhérer au côté jeu, au côté comment dire, distrayant, oui, de la chose. Au bout d'un moment, je n'appréciais plus vraiment, parce qu'en plus, bon, bah, il y a des moments, on n'est pas non plus toujours dans des positions où on peut se lâcher facilement. Voilà, mais il ne vous laissait prendre aucune initiative, si j'entends bien, donc. Alors, si, quand même. Si, j'avais ma part. Je participais. Si, quand même, heureusement. Non, je ne me suis pas senti son objet non plus. Parce que c'est vrai qu'il avait ce côté hyper respectueux. On le faisait à deux, on était d'accord, voilà. Il n'a jamais eu de gestes déplacés ou fait d'action. Oui. Mais là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand on fait l'amour, on peut le faire dans le lit. Mais le lit est réservé pour faire l'amour, quoi. Et sinon, il faut le faire dans des pièces, d'autres pièces, ce qui montre bien, en effet, qu'il y a quelque chose de codifié. J'ai pas d'autres mots qui me viennent comme ça, mais on voit bien que c'est, il y a, oui.
En fait, on était d'accord pour ce qu'il proposait. Pardon? En fait, vous dites on était d'accord sur ce qu'il proposait souvent. Oui, parce qu'il était plus inventif que moi, j'avoue. J'avoue qu'il m'a fait découvrir quand même pas mal de choses. Moi, je suis moins créative de ce côté-là, parce que peut-être moins curieuse. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous a lassé? Qu'est-ce qui vous a lassé en finale? Il y avait des moments où l'environnement, moi je vous dis, le plus c'était la cuisine, c'était devenu un peu banal, quoi. Oui. Je ne trouvais plus ça rigolo, malgré. Et puis comme on a le mobilier qu'on a, donc même si on faisait des aménagements, etc., c'était quand même un peu trop la même chose. Alors je voudrais pas démonter des souvenirs. Hein. Ce que je vais dire n'engage que moi et je ne connais pas. Je parle pas directement de lui que je ne connais pas, mais ça m'évoque quelque chose quand même. Parce que vous dites le lit était réservé. Si on faisait l'amour, bon, en définitive, il te sorte d'amour de la conjugalité. Et puis il y avait un côté libertin, notamment dans la cuisine, dans d'autres pièces, ainsi de suite. Moi, j'ai entendu déjà des histoires comme ça qui ont pu faire penser, notamment pour lui, à des relations antérieures dans lesquelles on faisait, par exemple, ça peut être avec une épouse, une compagne on ne faisait l'amour que dans le lit, ça existe. Et à ce moment-là, tiens, par contre, mes aventures, tout un tas de choses qui m'excitent, se passent ailleurs. Et alors, vous avez parlé de la cuisine. Ça, je trouve que c'est très savoureux parce qu'il m'arrive souvent de le proposer à des patientes qui n'ont envie de faire l'amour que dans le lit. Je leur dis, essayez d'écouter une chanson de Nougaro qui est magnifique. C'est, je me souviens plus. Les mains dans la farine, oui. Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, faire l'amour dans la cuisine. Écoutez cette chanson de Nougaro, elle est magnifique. Et ça rappelle même un film que des gens peut-être de votre génération ont vu, qui était La Grande Bouffe, dans lequel des amis, dans un libertinage à l'époque, c'est dans les années 70, vont faire l'amour. Il y avait Léa Massari, je me souviens, qui était emblématique dans ce film. Et en définitive, il y a beaucoup de parallèles entre la nourriture et le sexe, la bien sûr. goinfrerie, une sorte de ravissement de la bouche, et puis la sexualité. Alors par contre, vous avez complètement raison que le côté répétitif, et puis d'abord si c'est pas accepté trop par l'autre. Oui, mais il y a autre chose quand même avec la cuisine, Philippe Bruno, ça vous échappe pas évidemment. C'est quand même l'endroit où maman fait la cuisine. Il y a certainement il y avait peut-être, parce que là encore une fois on va pas parler de lui, Léa, vous pourriez peut-être vous répondre, mais il y a peut-être quelque chose de plus archaïque avec cette histoire de cuisine, quand les petits garçons sont dans les jupes de maman dans la cuisine qui fait les gâteaux. Mais dans ce que vous dites tous les deux, moi ça m'aide à comprendre certaines choses, parce qu'effectivement ce dont a parlé Philippe, avec peut-être ce qui se passait dans ses anciennes relations, voilà, c'était peut-être comme ça, et ça moi j'ai eu du mal avec le fait que le lit ne soit réservé qu'à faire l'amour, quoi, parce que après tout, je dis pas que c'est ce que je préfère, mais ça ne me dérange pas à ce point-là. Voilà. Et après, oui, ça m'évolue dans d'autres pièces, etc. Bien sûr que c'est très rigolo. Mais bon, après, quand ça devient une institution, quand ça devient là pour moi, alors c'est peut-être moi qui suis pas très marrante, mais ça devient trop, et puis je suis blasée finalement, quoi. Non, mais ce qu'on entend surtout, et c'est, je pense, ce qui vous a à un moment donné lassé, c'est qu'on entend que chez lui c'est quelque chose de répétitif. On sent qu'il a besoin et c'est ça qui laisse à penser qu'il y a un peu de paraphilie. Oui, il y a aussi le fait, si c'était très répétitif et dans la cuisine, on retombe dans ces sources essentielles d'excitation. Peut-être qu'il trouvait beaucoup plus d'excitation dans la cuisine,
par des souvenirs anciens, par tout ce qu'on veut. Ça fait penser à les souvenirs de Mazoc avec la fourrure. Et il y a quelque chose de personnel qui fait que je vais plutôt faire l'amour dans les endroits pour un homme qui va me donner de la tranquillité pour mon érection notamment, parce que ça va m'exciter. Et peut-être que c'était la condition pour lui. Ce qui colle pas, c'est quand ça vous embête par la suite parce que vous en avez marre, et lui il continue parce que c'est là qu'il a peut-être le plus d'excitation. Ça, c'est possible. Mais d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de femmes reprochent aux hommes, hein, c'est de répéter toujours le même scénario. Oui. Et quand on connaît le film par cœur, à force on se lasse, hein, Léa. Mais les hommes sont des serial killers, parce que c'est un peu ça quand on regarde, sans que ce soit de la pathologie. Très souvent, un homme va répéter, on le voit d'ailleurs dans les viols en série ou dans les forçages, là, les quelques histoires dont on parle, les témoignages sont toujours quasiment identiques. C'est-à-dire que là, cet homme trouve de la tranquillité pour la progression de son excitation. Et oui, et nous on a besoin d'être surprises, et vous, ça vous rassure de faire toujours la même chose. Alors on est rassure pas tous les hommes en tout cas. Mais non, je fais une généralité, c'est vrai, Philippe, je le reconnais, mais bon, faut avouer que c'est un peu vrai quand même. Ah, c'est vrai, donc, totalement vrai. En tout cas, merci Léa de ce témoignage. Si vous aussi, beaucoup, vous avez l'impression d'avoir été avec un homme, ou si vous êtes avec un homme qui a vraiment besoin de répéter toujours la même chose, venez témoigner, on verra comment on peut vous aider à sortir un petit peu de cette impasse. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre, n'hésitez pas. Je crois que encore une fois, chez Léa, on peut pas parler réellement de paraphilie, hein, mais il y a peut-être une petite tendance. Je n'utiliserai pas ce terme, mais c'est vrai que ça fait penser à quelque chose qui est un petit peu fixé. Mais ça sert à quelque chose, on vient de le dire, certainement, pour un des deux partenaires, et pourquoi pas trouver des conditions amoureuses qui ne mettent pas en difficulté. C'est peut-être plutôt ça. Bon. Oui, il faut quand même bien savoir qu'une des angoisses de l'homme, c'est de perdre son érection. Ah oui. Et en effet, quelque chose par exemple, il y a des hommes, changer de position, ça les angoisse parce que certains, à ce moment-là, ils peuvent perdre l'érection. Donc on peut alors comprendre. Que dans la cuisine, va-t-il dire je ne perds pas mon érection parce que il y a trop d'éléments excitants, ça c'est possible. Sans doute. Écoutez, ce serait à lui de témoigner. Mais je ne suis pas sûre qu'il nous écoute. Bon, en tout cas, on va continuer à évoquer tout ça avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas si vous avez un témoignage surprenant. Ça pourra on est pour, évidemment, ça pourra même nous amuser. Et puis, vous n'échappez pas à la devinette, Philippe Renaud, bien sûr. Donc, écoutez bien. Quand est-ce que les maris deviennent de très bons amants ? C'est la réponse que je vous demanderai de me trouver, mais vous avez le temps des infos, bien sûr. C'est moi qui suis mari. C'est une private joke, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve après les infos, et puis on continue évidemment à parler de paraphilie, ce qui n'est pas évidemment, hein, vous l'avez bien compris, la même chose que la perversion. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Et faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Philippe Renaud est avec nous et on s'instruit aujourd'hui puisqu'on parle d'un terme qui n'est pas très souvent utilisé et pourtant qui est important quand on parle de sexualité, la paraphilie, hein, qui est donc une pratique un petit peu en dehors de la norme, on va dire, hein, pour simplifier, mais on en a parlé en début d'émission et vous pourriez réécouter en podcast si vous voulez mieux comprendre de quoi on parle. On va continuer avec vous, bien sûr, et vos témoignages. Sophia est avec nous, mais avant, je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quand est-ce que les maris deviennent de bons amants ? Bien, Brigitte, je n'ai pas trouvé. Quelquefois, c'est facile, c'est quand ils sont en train de tromper leur femme avec leur maîtresse. C'est bien. Oh là là. Oui, écoutez. Oh là là. Ils sont meilleurs amants avec leur maîtresse, hein, excusez-moi. Bon. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Eh oui, c'est pourtant évident. Hein. Et puis on va décoder cette devise du jour, la théorie et la pratique. En fait, c'est Einstein qui a dit ça et je trouve que la phrase est magnifique. La théorie, c'est quand on comprend tout
et que rien ne marche. La pratique, c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi. Ouais. Je trouve ça magnifique et c'est tellement vrai. Et c'est plutôt la sexualité, c'est ça, c'est la deuxième. Tout doit marcher, on ne comprend pas, parce qu'il y a un côté de mystère, de magie, que l'érotisme bien consentant va obtenir, oui, bien sûr. Et il ne faut surtout pas y toucher quand ça marche. Il ne faut surtout pas y toucher. Sophia est avec nous. Bonjour Sophia. Bonjour à tous. Bonjour Sophia. Merci de témoigner justement. Racontez-nous. Alors, deux choses. Donc pour moi, par rapport à ce sujet, dans ma vision, mon expérience personnelle, c'est que je pense que quand on sort de la norme ou ce qui peut paraître perverse ou où il faut s'interroger, c'est quand le désir devient l'objectif et qu'il ne vient pas nourrir un réel besoin qui se ressent par un bien-être. C'est-à-dire que si l'autre est toujours dans la demande de quelque chose, il dit oui, c'est pour me faire du bien, et qu'en fait, comme une drogue quelque part, il n'est toujours pas bien, eh bien, je pense qu'on peut s'interroger sur son besoin et sur l'objet de son désir. Et pour faire part et un parallèle avec une expérience personnelle, c'est que j'ai rencontré un partenaire au cours de ma vie où je n'ai pas pris conscience tout de suite de quelque chose qui me paraissait bizarre et qui s'est confirmé par la suite. Donc il y avait des échanges, des débats amoureux, des désirs, des projections, des jeux. Donc tout allait bien et j'étais réceptive. Et puis au fur et à mesure, je sentais quand même que c'était des jeux qui... Je sais pas, il y avait quelque chose, comme vous disiez à l'instant, d'un point de vue logico-pratique qui faisait pas sens ou qui résonnait pas. Et je me disais, c'est quand même bizarre pour mes tenues vestimentaires, pour des choix. Et j'avais l'impression de plus être vraiment actrice, mais d'être l'objet du désir de l'autre, mais de sentir que finalement, dans ce soi-disant échange mutuel, il n'était pas si mutuel que ça. Et puis j'ai fini par en parler et quelques temps plus tard, j'ai eu la confirmation que cette personne, en fait, avait eu une aventure et un amour perdu. Il avait fait beaucoup de peine à travers moi, par ces jeux, par ces échanges et cette ouverture d'esprit et physique, projetait tous ses désirs et essayait de m'identifier à cette personne. Et vous voyez, j'avais aucun moyen rationnel de le voir, de comprendre, mais je sentais que le jeu n'était pas finalement mon jeu. Et est-ce qu'on peut appeler ça la perversité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas sain pour moi. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, vous avez une petite intuition, et puis au fur et à mesure, elle s'est confirmée. Il vous instrumentalisait d'une certaine manière. Il vous faisait jouer le rôle de cette amante qu'il avait beaucoup aimé. Mais oui, parce que vous avez dit d'ailleurs deux termes un tout petit peu différents. Vous venez qu'est-ce que c'était de la perversité ou quelle perversion. Vous voyez, on ne sait plus quoi utiliser. On a l'habitude maintenant de parler quand il y a vraiment quelque chose de pervers. Pervers, ça veut dire quoi? Ça veut dire détourner du chemin habituel. C'est-à-dire qu'on va détourner quelqu'un soit par emprise, par influence ou par contrainte. Quand on va dans un chemin différent avec le consentement, on se promène à deux, il n'y a pas de problème. Si on y est par contrainte, vous allez vous apercevoir ce que vous dites. Je m'aperçois tout d'un coup, j'étais mal à l'aise, comme si je devenais sa chose. Alors on a l'habitude de dire que une personne perverse, ça c'est encore autre chose. Il peut y avoir une personnalité qui fonctionne comme ça, fait de l'autre sa chose, même si vous le demandez, au bout d'un moment vous rendiez bien compte que vous étiez un petit peu son objet, et comme le disait Brigitte, oui, et d'ailleurs vous l'avez évoqué comme ça, vous aviez l'impression que ce n'était pas avec vous qui faisiez l'amour, mais avec quelqu'un d'autre. C'est très intéressant votre impression, parce que oui, c'est ça, c'est une manipulation dans laquelle, malgré vous, vous deviez être sous son influence. Peut-être il a dû vous impressionner, peut-être vous fasciner. Est-ce que vous avez été subjugué par lui dans cette relation? Au départ, en tout cas. C'était
plus de l'ordre, comme vous disiez, du terme. C'est ça qui est intéressant, parce que j'ai une question par rapport à ça, de cette influence. C'est-à-dire que, en fait, dans l'échange amoureux, on va échanger nos désirs et on va écouter le désir de l'autre. Et l'autre va vous dire, mais non, et ça se reporte sur plein de choses de la vie. Mais non, mais enfin, tu te fais des idées, ou oh ben non, mais t'inquiète pas. Et en fait, à quel moment notre ressenti doit se verbaliser et devenir l'action, parce que chez l'autre il y a une forme de confiance et puis il y a toujours un jeu, et cette limite, comment on peut, dans une personne avec laquelle on parle en confiance et on est ouvert sur le plan sexuel, c'est là où cet enjeu, cette influence, il y a une influence positive et une influence qui normalise quelque chose qui finalement n'est pas si normal que ça. Et c'est là, je sais pas si c'est de la manipulation, en tout cas cette personne, elle l'avait pas fait consciemment, elle s'en est rendue compte après, mais à chaque fois elle me disait mais non, mais en fait elle essayait de me faire entendre que j'avais toujours tort sur mes idées. Et finalement, je croyais que j'avais tort parce que j'étais ouverte d'esprit. Et je trouve que, justement... Cela étant dit, ça c'est un trait pervers. Encore une fois, on peut tous avoir quelques traits pervers. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on est pervers. Hein. Il était peut-être pas pervers, mais il avait des traits pervers. Et notamment, dire que c'est toujours l'autre, c'est quand même un trait pervers, ça. Hein, oui, ça se rapproche. Enfin, ça y fait penser, en tout cas. Après, il ne faut pas trop manipuler ce concept parce que, vous savez, regardez de quelle façon... Dans tous les journaux féminins, il y a eu des échelles de pervers narcissiques là, depuis. Alors, ça existe. Moi, je dirais les vrais pervers narcissiques, moi, dans mon cabinet, j'en rencontre peu, parce que d'abord, ils ne viennent pas voir les psys. Et moi, ils ne m'appellent pas. Hein. Et ils n'appellent pas non plus. Mais il y en a moins qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes, et ça va être en grande majorité des hommes, qui sont très narcisses, qui sont imbus d'eux-mêmes, et ils peuvent avoir un petit peu d'influence. La personnalité perverse, c'est quelque chose de, je dirais, pathologique, qui peut être dangereux et dont on va se méfier. Hein, mais disons qu'on en a peut-être plus dénoncé qu'il n'y en a. Faisons attention. Et souvent, on sépare. Donc, on ne parle pas de personnalité perverse, mais de comportements qui pervertissent, qui modifient la relation, notamment lorsque, vous le dites bien, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est agi malgré vous. Alors que quand on est dans un moment d'intimité avec une personne, c'est là qu'on accepte d'abandonner totalement sa volonté. Il n'y a que de cette façon-là qu'on va être dans la réception des sensations, dans la jouissance. Et c'est pour ça que c'est pervers, parce que on est volontairement affaibli. Et c'est là que vous l'avez bien ressenti. Tant mieux, vous avez dit à un moment donné, il l'a reconnu. Ça, c'est très bien. S'il l'a reconnu, d'abord, c'est pas un vrai pervers. Non, c'est absolument. Et puis, encore une fois, Sophia, je crois que les femmes, plus que les hommes d'ailleurs, rentrent souvent dans le jeu des demandes sexuelles de l'homme. Et au départ, vous êtes rentré dans son jeu aussi. Donc, forcément, il a été un peu loin, et avant que vous puissiez en parler. Hein. Donc, je trouve que le terme est comment on positionne les choses pour éviter qu'on tombe dans des écueils et dans des peurs. C'est à quel moment cette vulnérabilité dont on a à trouver et à accepter doit pas tomber dans l'écueil de mince, ça me dit oui, ça me dit non. Pour moi, la définition, c'est quand ça nourrit pas le bien-être, quoi. Enfin, vous l'avez dit, quand ça commence à vous dire non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il faut donc arriver à communiquer. C'est pas toujours simple. C'est pas simple, toute la mais difficulté. encore, vous avez beaucoup. Vous dites bien, vous n'êtes pas méfiante. Vous dites bien, c'est là où vous laissez totalement abandonner ce qu'il faut faire dans un moment d'intimité, sinon on le vit pas pleinement. Malheureusement, pour beaucoup de femmes qui peuvent écouter, une expérience précédente qui a pu être traumatique va faire que, je parle à la place d'une femme qui a vécu ça, je ne peux plus m'abandonner, je peux plus me laisser aller totalement, et je suis toujours vigilante, mais à ce moment-là, je vis pas la sexualité. Le paradoxe, c'est que pour vivre totalement sa sexualité avec un partenaire choisi et dans le consentement, il faut pouvoir s'abandonner complètement, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est vulnérable. Est-ce que les hommes s'abandonnent autant ? Non, on pourrait en discuter. Il n'y a pas le même type d'abandon. C'est pour ça que malheureusement,
c'est toujours c'est quand même féminin. nous qui nous ouvrons et qui nous laissons pénétrer. Hein. Bien sûr, de toute bien façon, quoi qu'on en dise, c'est quand même anatomiquement évident que nous sommes obligés forcément de plus nous ouvrir et donc de nous abandonner, évidemment. Oui, c'est sur le modèle anatomique, ça se fait totalement sur ce modèle-là. Absolument. Et c'est jamais facile, mais bravo pour votre réflexion qui est intéressante. On voit toutes les étapes de quelqu'un qui en prend conscience. Merci beaucoup de ce témoignage, Sophia. On va faire une petite pause et c'est Laurent qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Borneau est avec nous et je rappelle que vous êtes également auteur de ce livre. Pourquoi c'est si compliqué l'amour? Dans ce livre, vous parlez beaucoup justement de l'amour et ça peut vous aider si vous êtes en couple et que vous avez envie de continuer à vous aimer. Et puis bien sûr, il y a bien d'autres livres. Et le dernier, c'est Éloge de la masturbation aux éditions de la Musardine. Bonjour Laurent. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors vous êtes avec une femme depuis toujours et vous avez une sexualité ensemble depuis 24 ans et vous arrivez à continuer à trouver des moyens de rendre votre sexualité intéressante. C'est bien ça? Ouais, après, il y a toujours la sexualité, on va dire confort, qu'on est sûr que ça fonctionne, on va dire. Et après, il y a des petites variantes ou des changements d'ambiance de chambre ou de lieux ou qui permettent aussi de relancer un peu la machine, mais après... C'est comme la cuisine, on mange les choses qu'on aime bien, puis de temps en temps, on met un peu plus de piment ou un peu plus de poivre, ou on essaye quelque chose de nouveau pour voilà, oui, c'est bien. Voilà, et voilà, après, par rapport à... J'ai entendu que vous parlez aussi de perversion, tout ça. En fait, moi, je pense aussi que la perversion, c'est surtout au niveau de son partenaire. Il faut trouver jusqu'où son partenaire est prêt à jouer et savoir les limites de nous et de son... Voilà, je pense qu'un dialogue, ça sert beaucoup aussi. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. Non, vous n'êtes pas hors sujet. Au contraire, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a ce que notre culture actuelle, je dis bien actuelle, parce qu'on a vu comment ça pouvait varier, qui juge des choses perverses ou pas. Et puis individuellement, on a tous une subjectivité et peut-être que c'est ça aussi qu'il faut entendre lorsqu'on est en couple. Qu'est-ce qui, pour votre compagne, serait considéré comme pervers? Oui, bien sûr. Oui, puisque vous évoquez, vous avez donné un terme intéressant, c'est le terme jouer, parce que là, on n'est pas dans de la pathologie, on le disait, mais si on sort des grandes catégories que j'avais énumérées au début de l'émission, le jeu, c'est justement ce qui est l'inventivité de la sexualité, va être renouvelée par des jeux, comme vous dites. Il faut savoir jusqu'où le partenaire accepte d'aller, c'est-à-dire qu'il y ait consentement. Tiens, je vais dire simplement une chose qui n'est pas dans les voyeurismes, exhibitionnisme, c'est pas du sadisme non plus. Par exemple, la pratique de la fessée, d'une toute petite fessée. On n'est pas dans le sadomasochisme. Ça peut être un élément d'excitation pour beaucoup que le partenaire ou la partenaire doit comprendre si elle l'accepte ou non. Très souvent d'ailleurs, moi j'ai eu des couples dans lesquels elle disait tout d'un coup il s'est mis à me donner une fessée. Je crois que ça doit être demandé comme consentement. Oui, mais certains, en même temps, alors j'entends ce que vous dites et par rapport au consentement, évidemment qu'il faut le dire. Sauf que la fessée, quand c'est surprenant, c'est beaucoup plus excitant que quand on dit avant, est-ce que je peux te donner une fessée? Donc c'est pour ça que la question de la surprise dans la sexualité, elle est beaucoup plus intéressante que lorsqu'on a coché les cases auparavant. Alors est-ce que la surprise s'affranchit du consentement? Parce que dans un couple comme vous, Laurent, est-ce que qu'est-ce que vous diriez? Laurent, commencez-vous.
il y a une évolution. En fait, il y a eu en fait, il y a eu une découverte et le fait que qu'on se découvre, on a testé des trucs peut-être qu'on n'a pas aimé, qu'on n'aurait pas revenu dessus, mais des trucs qui peuvent, qu'on sait qu'on aime, on peut y revenir dessus. Comme là, vous avez donné l'exemple de la fessée, mais ça peut être d'autres pratiques. Mais je veux dire, si la première fois la fessée, on voit qu'il y a de la résistance, et ben stop. Même si on en avait parlé, et on peut être surpris agréablement ou désagréablement. Mais si on n'essaye pas, entre guillemets, je dis pas d'essayer des trucs dangereux, mais si on n'essaye pas, oui, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord avec moi. Il vaut mieux essayer. Alors évidemment, on peut commencer par donner une petite fessée avec quelque chose de doux, et on commence pas avec un martinet avec des clous. C'est tout. Oui, alors c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous évoquez, Brigitte, sur la surprise. Mais dans la rhétorique du néo-féminisme aujourd'hui, pour des femmes d'une génération très jeune, moins de 30 ans, c'est sûr que la surprise, c'est une absence de consentement. Et c'est là qu'on est devant quelque chose de compliqué. Vous voyez, je ne le prône pas. Moi, je dis il faut y réfléchir. Ça fait partie, Brigitte l'évoquait, je suis totalement d'accord, ça fait partie de la palette de l'érotisme. Mais il faut avoir une certaine maturité érotique. Oui, mais je crois qu'on est quand même dans une société un peu schizophrène, Philippe Bruno, parce que ces féministes dont vous parlez, c'est celles aussi qui achètent la new romance aujourd'hui et qui a un succès phénoménal. Hein, c'est ce qui se vend le mieux. Et franchement, quand vous lisez ce que subissent les femmes dans la new romance, c'est pas du consentement. Hein. Donc vous voyez bien tout le paradoxe, et c'est là où, encore une fois, on ne peut pas expliquer la sexualité avec du rationnel. Non, je suis d'accord, mais je pense que une part de celles qui sont peut-être un petit peu rigides dans de nouvelles morales, souvent d'ailleurs c'est très assimilé depuis très peu de temps, vous voyez, parce qu'on a des choses qui évoluent très vite depuis quelques années, un an ou deux, assimilées à une sorte de culture du viol. C'est le terme nouveau. Tiens, on pourrait faire une émission sur la culture du viol, parce que le terme n'existait pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça serait comme si certaines personnes véhiculaient, alors ça serait du masculiniste. Je ne crois pas que les gens prônent la culture du viol. Par contre, elle est dénoncée. C'est-à-dire qu'en définitive... Non, mais le viol est évidemment insupportable et inacceptable. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, encore une fois? C'est-à-dire, à partir de quand ça commence? Est-ce que ça commence par la surprise? Mais pour certaines, c'est dit que ça commence par la surprise à ce moment-là. Il y a peu de séduction. Mais là, on est avec Laurent, ils sont en couple depuis 24 ans. Enfin, on peut pas... Mais j'ai entendu des histoires dans des couples, justement, qui sont ensemble depuis longtemps. L'évolution de la société au niveau d'une nouvelle morale, on va dire, entre guillemets, fait que certaines femmes, j'ai entendu, n'acceptent plus des comportements qui existaient dans le couple depuis pas mal d'années. Oui, bien sûr, et on peut l'entendre, évidemment. Alors, merci Laurent, excusez-nous, on vous a un petit peu laissé parler, mais c'était sans doute nécessaire aussi de parler de tout ça, et c'est grâce à vous que nous avons abordé ce sujet un peu difficile. On fait une petite pause, on revient avec ce Love Conseil, comment rompre la monotonie sexuelle du couple, justement, et puis dans un instant, on parlera aussi de ce festival chamanique avec Patrick Daquet qui nous rejoint. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Sud Radio, plus du haut de la Tour Eiffel, en région parisienne, 99.9. Sud Radio, parlons vrai. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors ça, c'est vraiment une question qui revient souvent en cabinet de sexo, Philippe Bruno. Comment rompre la monotonie sexuelle du couple? Eh bien voilà, la réponse est très simple, ne jamais la laisser s'installer. Vous êtes bien d'accord? C'est QFD. Bon, bref, je sais bien, au fil du temps, le désir est moins fort et naturellement, les relations sexuelles vont s'espacer.
Mais ce qui est important, eh bien, c'est de se fixer toujours des rendez-vous sexuels, à un moment à part. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, parce que forcément vous risquez plus de tomber dans la monotonie, tandis que quand vous vous apprêtez à faire l'amour, si vous prenez le temps de vous rencontrer, de vous préparer pour ce rendez-vous, par exemple en prenant une douche ensemble, en vous offrant un cocktail pas forcément alcoolisé, hein. Enfin bref, une mise en bouche, eh bien ça ne banalise pas la sexualité. Le danger pour la sexualité des couples de longue date, c'est de penser qu'on se connaît par cœur et que de toute façon ça va se passer bien et qu'on va faire l'amour toujours au même moment, le soir, avant de s'endormir. Donc il faut se surprendre, il faut se donner des rendez-vous, oser de faire preuve un peu d'imagination. En gros, les deux clés pour éviter de tomber dans une sexualité monotone et convenue, c'est de la rendre soit ludique ou sacrée, hein. Alors à vous de choisir, mais si vous restez dans une sexualité un peu reproductive, comme quand vous vouliez avoir des enfants, vous avez tous les risques que ça tombe dans la monotonie sexuelle. Philippe, vous avez... Non, j'ai pas à redire. Le problème de la monotonie, c'est que les humains veulent vivre une relation de longue durée, alors que naturellement, nous ne sommes pas prêts à cela. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'y opposent, notamment de la physiologie, c'est-à-dire que les mêmes signaux d'excitation d'une personne connue, plus elle est connue, plus les signaux atténuent. Mais on le voit que ça s'atténue plus chez les femmes que chez les hommes. C'est très connu que dans un couple, le désir féminin va s'atténuer beaucoup plus, alors que pour un homme, même 10 ans après, ça peut continuer. Et donc l'insatisfaction va plutôt venir du côté d'une femme que cet homme ne va pas comprendre. Je suis toujours excité, pourquoi tu ne l'es plus, tu ne m'aimes plus. Et donc il faut, comme le disait Brigitte, c'est quelque chose de logique que ça chute. Il faut accepter d'abord cela et la faire revivre régulièrement. Je leur dis, tiens, mariez-vous à Las Vegas, faites des choses inhabituelles. C'est-à-dire retournez à la source, tout simplement aussi. Retournez à la source, revenez là où vous êtes rencontrés. Il faut de l'inventivité, c'est pas facile. Et on va parler donc de ce festival du film des traditions ancestrales et spiritualité chamanique. Ça commence vendredi, c'est du 4, 5 et 6 octobre à Sarlat. Il y a des films, des débats, des concerts. Alors je rappelle, hein, vous pouvez aller voir ça sur le site cinerex.fr. Mais on va en parler tout de suite avec mon chaman préféré, Patrick Daquet. Bonjour Patrick. Oui, bonjour, bonjour Brigitte, et bonjour à vous, monsieur. Oui. Philippe Bonneau, bonjour aux auditeurs. Oui, donc c'est pas la première année et ça a été un très très fort succès l'année dernière et j'imagine que ça va être également un grand succès cette année. Oui, ça sera la 6e année, Brigitte, que a lieu ce festival. On a démarré il y a 8 ans, avec le Covid évidemment il n'y a pas eu. Et c'est vrai que c'est un succès grandissant. Les gens qui viennent envie de revenir et ils reviennent avec leurs amis, quoi, parce que c'est une vraie expérience personnelle. Ce n'est pas uniquement assister à un film. Qui plus est, cette année, il y a un programme absolument époustouflant. La directrice artistique a fait un travail à Pauline Grosvalec. Voilà. Alors, le chamanisme est de plus en plus à la mode. Je sais que parfois ça vous agace un peu, d'ailleurs, Patrick Daquet. Oui, un peu. On parle de mode. Oui, non, c'est pas une mode. C'est une tradition très ancienne. Et oui, mais qui devient un peu à la mode. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent, Patrick Daquet, qu'est-ce qui apporte le chamanisme aujourd'hui dans notre monde difficile? Voilà, ce qu'on appelle chamanisme déjà, c'est quand c'est reconnu par une tradition. Et que l'homme est porteur ou la femme est porteur de sagesse, de mémoire. Et c'est des spiritualités naturelles sans aucune hiérarchie. C'est déjà la première chose. Donc on ne peut pas s'auto-décréter chaman. Voilà. Bref. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a les problèmes de racines. C'est-à-dire les personnes sont perdues. On a l'intelligence artificielle, on devient des mécaniques, des robots. J'ai entendu sur une radio il y a 2 jours, horrifié de ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des jeunes, maintenant la moyenne c'est environ 8 heures par jour sur leur portable. C'est-à-dire qu'il
les personnes se coupent de toutes les réalités. Ils se connectent et donc se déconnectent de la nature. Exactement. Et d'ailleurs, j'étais au restaurant à midi. C'est pas pour vous faire une confidence, mais j'ai vu un jeune couple qui était devant moi. Ils avaient l'air de s'apprécier beaucoup. Pendant tout le déjeuner, vous entendez, tout le déjeuner, ils ont chacun regardé leur téléphone portable. Et je me suis dit, mais vraiment, il y a quelque chose. À moins qu'ils se parlaient peut-être par portable interposé, c'est de l'humour. Non, c'est triste, je veux dire. Donc, les pratiques qu'on appelle traditionnelles, je préfère, les traditions ancestrales, les spiritualités naturelles de la nature, nous obligent en permanence d'être en résonance, comme disent les physiciens, avec tous les éléments de la nature et de la création. Il y a d'ailleurs une conférence de Philippe Bobola qui est toujours tout à fait passionnant. Il y a des films, bien sûr, également, qui seront projetés au cinéma. Enfin bon, il y a énormément de choses. Moi, j'avais assisté, je ne sais plus si c'était ce festival ou un autre, j'avais assisté, et c'est intéressant de voir comment le grand public est intéressé, essaye de trouver, de chercher des réponses finalement, parce que ça permet peut-être de redonner du sens à sa vie. Patrick Daquet, le chamanisme. Oui, je pense que ça nous permet de vivre l'instant, plutôt que de se projeter dans un avenir hypothétique et de se rouler dans les malheurs ou les bonheurs du passé. C'est vraiment vivre l'instant en connexion, quoi. C'est être en réseau avec toutes les énergies des lieux. C'est une expérience que j'invite vraiment les auditeurs à faire, quoi. C'est-à-dire cultiver cette particularité. D'ailleurs, si vous permettez, 30 secondes sur votre débat que j'écoutais attentivement là, avant de prendre la parole. Et dans la tradition celte, puisque je suis un représentant de cette tradition, eh bien le mariage celte se faisait, les mariés, il y avait une belle cérémonie et au mois d'août en général, et ils décidaient de la durée de leur mariage. Ça pouvait être 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'était renouvelé tous les 3 ans. Et c'était un mariage qui était renouvelé, ce qui fait qu'il ne pouvait pas y avoir de trahison, ni de quoi que ce soit, ni de perte, puisqu'on renouvelait. Et bien entendu, il pouvait aussi décider que c'était 20 ans, mais le fait de reprendre des vœux comme d'une manière séquenciée, je trouve ça admirable, et je trouvais que ça répondait un peu à votre question de tout à l'heure. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Il y a que cultures au monde qui vont avoir inventé le mariage temporel comme ça. Alors je ne parle pas des jeux du mariage pour l'heure ou pour la journée, mais comme ça, le renouvellement des vœux, et qui en définit, c'est un renouvellement du consentement d'être ensemble. C'est très intéressant. Voilà, je trouve que c'est ça que peut nous apporter les pratiques ancestrales, c'est que les coutumes nous ramènent à nos racines, même très religieuses, et vraiment il y a des choses admirables, quoi. Alors ils ont été souvent traités de sauvages, d'ignorants, et aujourd'hui on se rend compte que pas du tout, grâce d'ailleurs à la physique quantique, on se rend compte qu'ils avaient raison finalement avant tout le monde, comme dit Philippe Bovola. Parce que le fait que tout soit énergie et vibration, comme l'affirme la physique quantique, donne raison à tous ces hommes et ces femmes médecines qui avaient cette affirmation, quoi. Avec d'autres mots, bien entendu, mais c'était l'esprit. Je crois que ceux qui nous écoutent savent très bien qu'on a des ressentis, qu'on dégage des ondes, et notamment dans la relation sexuelle. Patrick Daquet, il y a évidemment des choses qui se passent et qui sont très très loin du rationnel. Évidemment, il y a le ressenti énergétique. On est en résonance, en vibration avec toutes les femmes ou tous les hommes. Donc, il y a un moment donné ce qu'on appelle magie, où les femmes disent le picotement dans le ventre, appelons ça comme on veut. C'est tout simplement parce que d'un seul coup, il y a des effets de résonance vibratoire qui font qu'on est en syntonisation. Et c'est ce que la complicité des âmes sœurs, enfin, on peut dire tout ce que l'on veut, mais... Et là, évidemment, ça va faciliter la relation physique, puisque tout est dans le tout, hein. Oui, bien sûr. Pour bien faire l'amour, il faut aimer. Et dernière petite question un peu provocatrice, Patrick Daquet, oui. Est-ce qu'il y a une relation pour vous entre l'écologie et le chamanisme ? Oui, c'est une question qui me dérange un peu parce que... Je me doute. C'est très juste, comme dans beaucoup de choses. Mais souvent, les écologistes, ce sont des guerriers, des militants,
des guerriers qui utilisent une idéologie pour passer leurs propres humeurs ou leur propre combativité. Avant, ils étaient au PSU, ils étaient ailleurs dans le monde, puisque moi je suis un boomer, comme on dit. Et aujourd'hui, il y en a qui sont de l'écologie. Alors, ils croient servir l'écologie, mais souvent par leurs agissements, leurs propos excessifs et leur violence, ils le desservent. L'écologie, ne peut être que la douceur et d'être en relation, en harmonie, et pas la guerre. Alors voilà. C'est vrai que dans la tradition, le chaman. Comme ça, Brigitte. Ah, non, bien sûr, bien sûr. Pour ce que j'en sais dans l'anthropologie, les chamans, parce qu'il y a beaucoup de traditions chamaniques, ils sont forcément dans la tradition, ils sont forcément totalement dans l'écologie, pas dans l'écologisme, puisqu'ils sont en lien avec la nature, ils sont en lien avec des équilibres cosmogoniques. C'est plutôt, on peut le dire, quelques idéologues écologistes qui sont peut-être pas trop dans la nature. Voilà, ça c'est vrai aussi. Mais bon, non, je crois que le chamanisme est intéressant, et peut-être même au niveau de l'équilibre, alors même intime, puisqu'ici on en parlait, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en rencontre, qui trouvent un équilibre par la voie chamanique pour leur relation intime et la façon d'être ensemble, oui. Mais je crois, Patrick Daquet, que vous rencontrerez Philippe Renaud prochainement chez moi, justement, dans ma nature, oui. évidemment. Je le souhaite. Avec plaisir. Je crois. Je ne donne pas la date à l'antenne, mais vous le savez. Oui, non. Et en tout cas, ce 6e Festival international du film des traditions ancestrales et spiritualité chamanique, c'est à partir de vendredi. C'est Sarlat. Il y a vraiment des choses formidables. Je vous invite, si vous êtes dans le coin, à aller voir. Et puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Cinerex ou cercledesagesse.com. Patrick Daquet, vous êtes bien sûr le bienvenu pour faire une émission si vous avez envie un de ces jours. Merci beaucoup. Merci Patrick, je vous embrasse. Au revoir. Eh bien, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Oui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Philippe Renaud, nous avons notre débat du jour. Nous avons Guy et Chad qui sont en ligne avec nous. Alors Guy, vous êtes vous pensez en effet que faire l'amour toujours de la même manière, ça tue la libido. Bonjour Guy. Bonjour à vous trois. Bonjour Guy. Effectivement, alors je vais déjà commencer par dire que pour vraiment apprécier l'acte en lui-même, il faut connaître le partenaire. Et pratiquer, ça mène toujours quelque chose de très positif. Mais au bout d'un moment, on reste dans sa zone de confort. C'est un peu tout ce que j'ai pu écouter tout le long de l'émission, des témoignages qui se recoupent là-dessus. C'est-à-dire, on reste sur les mêmes choses. Et parfois, quand j'entends certains témoignages, je repense des fois à des personnes qui ont 60 ans et qui découvrent enfin leur premier orgasme dans d'autres émissions. À force d'avoir toujours fait la même chose sans arrêt, on va pas voir ce qui peut exister ailleurs, entre guillemets, comme au restaurant, comme l'analogie que vous avez faite tout à l'heure sur la cuisine. Et du coup, à force d'avoir toujours le même plat, par exemple, on apprécie. Il suffit juste de changer une petite épice supplémentaire. Et là, le goût est totalement différent. Pourtant, c'est le même plat. On va rajouter du curry, on va rajouter autre chose. Et pour moi, la sexualité, c'est exactement la même chose. Il suffit peut-être de changer un angle de pénétration, murmurer quelque chose à l'oreille. Ça peut être tellement de petits ingrédients qu'on peut rajouter sans forcément partir dans quelque chose d'extraordinairement compliqué. Mais en restant toujours de la même manière, et c'est là, on va dire, à 22h, on commence à y aller. Donc, cette position-là, c'est cette manière-là et c'est cet orgasme-là. Voilà, alors, moi, Chad, il faut varier plaisir. Chad, vous n'êtes pas d'accord, hein. Bonjour, Chad. Bonjour vous trois, madame. Bonjour Chad, pas oui. Du tout. pas du tout. Alors dites, allez-y. Alors, pour moi, en fait, moi, je suis vraiment pour la routine parce que, on est dans la routine à condition, bien sûr, de bien connaître notre partenaire. Mais pour moi, elle va être confortable et elle va être sécurisante parce qu'elle va être plus axée sur tout ce qui est sensualité et tendresse. Alors, je suis peut-être une fille qui est un petit peu fleur bleue, mais la sexualité, le côté sexe, partie des jambes en l'air, j'ai
moi, personnellement, je trouve que c'est bien un certain âge et que l'âge, découvrir son... Alors, et je pense aussi que dans la routine, qui peut être intéressant, que ça n'empêche pas d'avoir certains petits rituels. C'est-à-dire, bien évidemment, on ne va pas répéter les choses de façon mécanique comme des animaux. Donc, et je voulais aussi ajouter une chose. Il peut y avoir aussi, je vous ai parlé de confort dans la routine pour les personnes qui ont des problèmes de santé. En l'occurrence, moi, j'ai un problème de santé. Pour moi, il peut y avoir certaines positions qui peuvent être difficiles et délicates, et ça peut être une source de complexe. Et en fait, cette routine va arrêter tout cela. C'est-à-dire qu'on va savoir ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Mais c'est intéressant parce que là, pour le coup, vous êtes vraiment avec des avis. Et je ne suis pas sûre, Guy, que vous allez réussir à convaincre Chad. Alors je peux peut-être essayer, parce qu'effectivement, j'entends cette tendresse. Et en fin de compte, je dirais juste, par exemple, dans la tendresse, dans le confort, il suffit de mettre par exemple une huile essentielle qui peut être différente, de l'amande poivrée, une autre type d'odeur, ça peut être une lumière tamisée, un changement de couleur dans les lumières qu'on a l'habitude, soit de le faire dans le noir, soit de le faire, je sais pas, la lumière. Ça peut être juste un lieu qui est également confortable par rapport, comme vous disiez, par rapport à vous pour que ça soit plus agréable. Mais ça peut être une musique, ça peut être tellement de choses, ça peut être la qualité des draps, je sais pas, des draps en soie, pas des draps en soie. Ça peut être un toucher. C'est-à-dire pour moi, bravo, c'est vraiment Guy, vous avez... c'est pas forcément l'acte sexuel en lui-même, mais c'est quelque chose d'infiniment perceptible qui change tout, qui fait la différence. Rien que changer la lumière, par exemple, ça peut être une fantaisie. Chad, qu'est-ce que vous dites à Guy dans la proposition qu'il vous fait? Là, je le rejoins parce que justement, je vous parlais des petits rituels. Alors moi, quand je parle de routine sexuelle, je suis surtout ce qui est acte d'amour et faire l'amour, c'est-à-dire les positions. Après, bien évidemment, ce serait, je rejoins Guy, ce serait hyper triste de faire l'amour de la même façon, dans la même position, avec ou de la lumière ou sans lumière. Là où je suis totalement d'accord avec Guy, c'est que bien sûr, il peut y avoir une lumière tamisée, il peut y avoir une musique de fond qui change. Mais par exemple, quand vous parlez de routine ou de position, c'est que par exemple, un lit peut être très confortable. Dans une routine, moi je mise et je prends le confort, c'est-à-dire que par exemple, faire des positions géométriques, ça peut être très chouette et très agréable, mais pour un certain public, entre guillemets, vous voyez, c'est sur ça, c'est-à-dire que pour tous les tout petits détails sont, en effet, là je rejoins un lit, mais moi j'axe plus, vous voyez, sur tout ce qui est l'acte en lui-même, en fait, ou tout ce qui est autour et qui vont avec ça. Alors Philippe Bruno, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à Guy et à Chad ? Moi, en vous écoutant, et je trouve ça très intéressant, d'abord le respect de l'un pour l'autre, ce sont pas des positions opposées. Moi, je dirais qu'il y a pas une vérité. Il y a, alors Chad disait bien, vous disiez bien, c'est pas faux pour certaines personnes que tiens, ce n'est plus de mon âge. Il y a eu des moments où la gymnastique érotique était beaucoup plus facile, et ça c'est très vrai, que le corps réagit différemment au-delà de 50 ans par exemple, et je vois pas pourquoi on irait se donner des rhumatismes alors que Alain Bagot. Qu'on est bien, oui, parce que on le voit dans les couples, très souvent la routine va être obligée parce que l'un a un angle de vertèbre qu'il ne faut pas dépasser et l'autre a telle ou telle difficulté. Alors, dans l'absolu, si on n'a aucune gêne, pourquoi pas varier beaucoup de choses. C'est très vrai que, moi je crois que c'est très intéressant l'idée de Chad, que on peut trouver dans quelque chose qui est habituel toujours des roses nouvelles. C'est justement parce que certains ne savent pas les trouver dans l'actuel qu'ils doivent changer de beaucoup de positions. Donc il n'y a pas quelque chose de mieux, mais je crois que c'est intéressant pour tous les auditeurs et des auditrices, il n'y a pas de masculin dominant, de réfléchir à cela. Il faut de la nouveauté. Et Chad le dit bien, quelque chose qui peut être sinon réalisé, qui a beaucoup d'éléments communs,
c'est beaucoup dans la sensualité, dans la tendresse, que vous allez faire varier l'interaction à deux. Alors que Guy, vous parlez plus de... on va faire varier des éléments peut-être de l'environnement, des choses qui se passent à deux, et pas forcément dans le même lieu, dans les mêmes conditions. Mais moi je crois que c'est la même démarche. Nous allons renouveler ce qui peut intéresser l'un et ce qui peut intéresser l'autre. Voilà, c'est pas pour faire un non-consensus, c'est pas un discours politique. Non, mais en effet, on est vous dites un peu tous les deux la même chose avec une nuance importante, et c'est ce qui fait penser que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mais je pense qu'en effet, trop de monotonie de toute façon tuerait la libido, mais trop de se sentir obligé de changer tout le temps, ça serait aussi, ce serait de la gymnastique. On serait plus dans de la sensualité et de la sexualité en fait. Merci beaucoup Guy, merci Chad d'avoir participé à ce petit débat. Merci à tous les deux. Ah oui, intéressant tous les deux. Exactement. Et puis comme vous l'avez dit Philippe, et c'est ce que j'aime parce que tous les jours les auditeurs savent se respecter et ça change un peu de certains débats qu'on voit à la télé. Ben oui, on est consensuel parce qu'on a actuellement une concurrence. Je crois que c'est le Premier ministre qui est en train de parler consensus. Ben vous voyez, non, c'est pas du consensus. Espérons qu'il va être un peu moins monotone que ces dernières années. Mais je pense qu'il va pas donner de solution érotique. C'est dommage, mais ça serait bien ça. Je ne suis pas sûre, en effet, que ce soit que ça fasse fantasmer beaucoup les Français. Mais bon, écoutez, ça c'est pas mon débat. Ça à d'autres émissions sur Sud Radio. Merci en tout cas Philippe Breneau, on vous retrouve dans tous vos livres bien sûr, et puis dans cette fameuse bande dessinée aussi formidable que vous aviez sortie il y a quelques années et qui continue à bien marcher, et ça peut... Traduction étrangère, je reviens de Budapest où je signais la traduction hongroise. N'est-ce pas ? Et demain on sera avec Yves-Alexandre Talman. Alors j'aime bien, c'est Yves qui a eu envie d'aborder ce sujet, comment bien formuler des excuses dans une relation. C'est vrai que les gens ont du mal à se sentir dans l'amoureux, et pourtant c'est tellement important. On en parle demain, et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delavanne pour C'est votre avenir. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.